Hop là, je pense que c'est bon. Alors, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Paul, est-ce que je peux t'inviter à te présenter? Ouais, ça marche. Donc, je suis Paul Lay, j'ai 41 ans. Ça fait 8 ans qu'on a créé La Belle Vie. Je suis cofondateur avec Alban Vincop. Et on livre les courses à domicile depuis 2015 sur toute l'île de France. Aujourd'hui, en chiffres, ça doit donner entre 500 et 600 collaborateurs. On doit être aux alentours de 70-80 millions de chiffre d'affaires cette année. On va voir le résultat. Et on est très content de faire ce qu'on fait tous les jours. Voilà, depuis 7 sur 7, depuis 8 ans. Voilà. On voit en tout cas l'entrepreneur qui connaît ces chiffres. On va essayer de revenir un petit peu en arrière dans ton parcours d'entrepreneur. J'ai vu qu'il y avait un passage en Silicon Valley. C'est souvent assez déterminant pour des entrepreneurs comme toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Je retiens quoi? Je retiens que c'est très très cher là-bas, donc il faut être très très riche pour vivre là-bas. Je vivais dans une petite chambre avec des colocs, mais c'était très sympa. Qu'est-ce qu'on en retient? Écoute, c'est là-bas quand tu travailles dans la tech où tu te fais le plus de networking, tout le monde travaille dans le même milieu et tu sens que beaucoup d'innovations partent de là-bas. Donc ça te donne... Ça te donne confiance dans ta créativité, mais ça te donne aussi beaucoup d'ambition, parce que tu t'aperçois très vite que les gens qui réussissent, forcément, n'ont pas forcément plus de choses que toi. Voilà. La Belle Vie, c'est ta deuxième boîte, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, tu en as créé une avant, dans laquelle tu as mis pas mal d'énergie pendant un peu près de 2-3 ans. Tu dis que tu as beaucoup appris. Ce serait quoi, pour le coup ça, tu le dis sur ton profil LinkedIn. Quel serait ton plus grand apprentissage de cette première boîte? C'est vrai que sur mon profil LinkedIn, j'ai écrit que j'avais appris beaucoup pendant cette expérience-là et que c'était un échec. C'est un échec parce que j'ai abandonné le navire, parce que ça ne marchait plus très bien avec mon cofondateur. Et ce que j'en ai appris, c'est qu'une boîte, c'est avant tout le bon mix avec les associés. C'est cette formule magique. Aujourd'hui, La Belle Vie, ça marche parce qu'avant tout, j'ai un associé et ça fait des années que je travaille avec lui, 15 ans. Et j'ai vraiment toute confiance en lui et vice-versa. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est le socle le plus solide chez La Belle Vie. Donc si je devais retenir une leçon de ma première expérience et qui m'a servi pour la deuxième, c'est de chercher un associé avec qui je peux travailler. Pas forcément complémentaire techniquement, mais en tout cas sur les égos, c'est très important de pouvoir s'exprimer quand il faut exprimer, mais c'est aussi accepter qu'on n'ait pas toujours raison, mais et de faire des erreurs, et derrière ne pas accabler son cofondateur. Donc, et c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes confrères start-upers. Sincèrement, je pense qu'une start-up sur 2 ou sur 3 pète à cause de ça. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est souvent dans les stats. C'est pas le product market fit ou le product, c'est vraiment les entrepreneurs et l'association qui est mauvaise. Voilà. Création de La Belle Vie en 2015. C'était quoi l'intuition de départ? L'intuition de départ, c'était que on avait des services de livraison de courses qui n'étaient pas du tout au niveau, déjà. Et que quand on avait faim tout de suite. Et quand on a faim, tout de suite, on fait des courses plus grosses. Voilà. Donc on a regardé le panorama des différents acteurs à l'époque, et il n'y en avait pas un qui donnait satisfaction. On se faisait souvent livrer des produits de grande consommation, mais sur les produits frais, les fruits et légumes, etc., il fallait soit passer par un spécialiste, ou bien dans son panier faire le choix de ne pas en mettre. Donc on fait le choix de ne pas en mettre, on fait aussi le choix de ne pas en mettre dans ses assiettes, dans nos assiettes. Et donc ça, c'est vraiment l'intuition de départ. Ok. Vous le savez, chez Startup Palace, on accompagne pas mal d'entreprises. On a accompagné plus de 450 à notre actif. Je pense que le pitch de La Belle Vie, sincèrement, je l'ai vu passer une bonne quinzaine de fois. Finalement, c'est quoi la secret sauce de La Belle Vie? Qu'est-ce qui fait que
Vous avez réussi à faire décoller ce business là où beaucoup n'ont pas réussi l'exécution. Ben, je le vois encore passer. Souvent, on me demande des conseils. Donc, je vais les donner encore aujourd'hui. Hein. En fait, c'est simple. On s'est concentré sur... quand on lance une start-up avec une idée de ce genre-là, il faut comprendre qu'on lance une entreprise. Voilà. Et en fait, une entreprise, ça doit à un moment donné avoir des chiffres normaux, c'est-à-dire une croissance, c'est sûr, parce qu'on est une start-up, mais aussi une rentabilité. Et cette rentabilité-là, on doit aussi la chercher, même si elle ne vient pas tout de suite, mais il faut l'avoir vraiment au fond de soi. Et nous, avec mon associé, on a toujours eu l'envie d'être rentable, même si plusieurs fois on a échoué dans cette quête de la rentabilité à court terme, mais on n'a jamais lâché le truc. Donc ça, déjà, c'est une chose très importante. Et on a tout fait en termes marketing, de people et logistique pour être rentable. Voilà. Et ça, je pense que notre obsession à la rentabilité fait qu'aujourd'hui, on est le seul acteur francilien qui fait du same day encore en vie, quoi. Ce que tu racontes est assez paradoxal parce que vous êtes une start-up, vous êtes en recherche de scalabilité et vous avez levé plusieurs fois et assez rapidement successivement des fonds. Pour autant, tu parles de rentabilité alors que vous l'avez obtenu que cette année, donc 8 ans après. Comment est-ce qu'on arrive à peut-être convaincre des investisseurs qu'on est dans cette recherche de rentabilité sur un modèle qui est un peu scalable mais peut-être pas tant que ça? Déjà, il faut comprendre ce qu'est une start-up. On réinvente une façon de consommer, surtout en consumer. On se lance dans un business qui n'existe pas. Voilà, quand on est médecin, on va dans un village, on a des clients et ils sont là, ils ont besoin, ça existe. Voilà. Mais nous, on crée quelque chose qui n'existe pas. On crée un besoin, on crée une façon de consommer et derrière, il faut orchestrer tout ça. Donc les logiciels qui sont sur le marché ne sont pas adaptés. Les people qui sortent des écoles, ils ne connaissent pas ce métier-là. Et nous-mêmes, on ne connaît pas ce métier-là. Voilà. Donc, les levées de fonds et le cash qu'on lève nous sert juste à défricher ce marché-là. Parce que ce marché-là, plus ça va et plus on sent que les clients, en fait, ils aiment se faire livrer le jour même toutes leurs courses. Mais c'est hyper pragmatique. Enfin, quand on fait les courses, on n'a pas forcément envie de se faire livrer en 24, 48 heures, 72 heures. On le fait parce que quand on valide son panier, il y a juste ce choix-là. Mais si on donne le choix au client de se faire livrer dans les 2 heures ou dans 72 heures, 9 fois sur 10, il va choisir, je me vais faire livrer tout de suite. Et même en 10 minutes. Hein. Je n'ai rien contre les gens qui livrent en 20 minutes, bien au contraire. Je crois dans le business de la rapidité. C'est juste une équation économique qu'il faut avoir. Donc, lever de l'argent, on le fait parce qu'on en a besoin, sinon autrement on meurt, mais on lève de l'argent pour pouvoir défricher un marché, créer des nouvelles habitudes de consommation et derrière aussi aller très vite, parce que quand on joue le jeu des startups, les gens ils investissent chez toi, mais ils ont besoin de rentabilité plus rapide que la normale. Et comment on fait pour exister en tant que Label Vie, là où il y a des acteurs du quick commerce qui lèvent des milliards, comme Gorillaz, Getir? Beaucoup de pragmatisme. Enfin, nous, on a vu les milliards arriver, on n'a pas forcément paniqué, mais on s'est posé des questions. Et ça, c'est aussi important. Et c'est bien d'avoir la concurrence, parce que ça nous permet de revenir à certaines bases et de parfois réinventer certains process ou une partie de l'entreprise. Mais sincèrement, le Q-commerce, il est arrivé et notre pragmatisme a fait qu'on a fonctionné. C'est très simple. Se faire livrer des chips en 20 minutes, à un moment donné, je souhaite mieux que des chips dans une assiette d'un Parisien. Voilà. Donc nous, nos clients, on sait très bien qu'ils aiment avoir un grand catalogue, ils aiment avoir beaucoup de produits frais et ils sont OK sur une livraison 1 heure ou 2 heures. Voilà. Parce que notre persona n'est pas forcément le même persona que les acteurs du Q-commerce. Et avec le recul, on sait que les clients du Q-commerce sont beaucoup d'opportunistes, ne sont pas très fidèles, des étudiants qui vont essayer de manger pour pas cher. Mais ça, c'est des clients que je ne veux pas encore. Mes clients, c'est une famille, 3-4 personnes, des paniers moyens qui sont hauts pour pouvoir rentabiliser tous mes frais de structure.
Enfin voilà, je ne vois pas comment on peut être rentable en le livrant en 20 minutes, une fois par heure, 15 euros, quoi. Voilà. Et en ayant acheté son client 150 euros. Maintenant que les milliards ne sont plus là, c'est quoi finalement le paysage? Si on regarde donc plus particulièrement peut-être une ville comme Paris, les acteurs comme Carrefour mettent quand même un coup d'accélérateur. Les Getir et Gorillaz sont partis. C'est quoi le paysage? Bah, le paysage, c'est le grand gagnant, c'est Uber Eats. Voilà, quand tu parles de Carrefour, ils font de la croissance e-commerce sur Uber Eats. Voilà, c'est lui le grand gagnant, hein. Maintenant, est-ce que c'est un modèle que je souhaite? Est-ce que c'est un modèle d'épicier comme on doit l'être, hein, les épiciers? Un épicier, on doit connaître son client, sa base de données, les habitudes de consommation de nos clients. Voilà. Être le dark store d'Uber Eats, j'ai pas fait tout ça pour ça. Après, peut-être qu'un jour on le fera pour des raisons économiques, mais aujourd'hui, on peut se permettre d'être ambitieux sur la livraison à domicile, de devenir l'acteur leader en France, et plus seulement en Île-de-France, et voire en Europe. Le paysage, il est très éclairci. On voit que c'est un métier qui est très difficile. Ces 8 dernières années, tout le monde s'y est frotté. Que ça passe du grand groupe aux grandes startups bien financées, et beaucoup se sont cassés les dents. Je pense qu'aujourd'hui, on a prouvé qu'on a la solution technologique et logistique pour faire les choses bien, un savoir-faire aussi dans la connaissance du client. Voilà. Donc le futur, j'ai jamais de toute façon eu très peur du futur, mais là j'ai l'impression que c'est assez éclairé pour nous. Et justement, vous en êtes tout là, du déploiement national? Encore une fois, on essaie de rester le plus pragmatique possible. Pour se développer très vite, il faut de l'argent, et aujourd'hui, on fait attention à notre argent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le marché francilien est un marché national en lui-même. Enfin, l'Île-de-France, c'est la taille d'un pays en Europe, hein. Donc, tant qu'on a de la croissance et de l'écho dans ce marché-là, on prend toutes les parts de marché possibles. On fait en sorte d'avoir les meilleurs process et la meilleure rentabilité possible à court et moyen terme. Et puis, sur le développement national, qui est en fait notre international à nous, on a envie d'y aller, évidemment, mais on ne fait pas les choses pour les faire. Voilà. On stabilise déjà une zone, et puis on va aller s'amuser ailleurs après, quoi. Et finalement, je pense que le consommateur, il voit vachement la marque La Belle Vie. Ce qu'on voit un petit peu moins, c'est finalement votre capacité technologique et tout ce que vous avez mis en place en termes de logistique. D'ailleurs, vous avez annoncé un partenariat, c'est peut-être même plus qu'un partenariat, d'ailleurs assez fort. Ouais, on a signé un gros partenariat avec la Grande Épicerie de Paris, donc le groupe LVMH. Donc c'est aussi une belle reconnaissance sur notre savoir-faire technologique et technique, puisque sur le coup, on ne va pas gérer pour eux leur assortiment ni leur marketing. On est vraiment en prestataire logistique et technologique. Je pense qu'ils ont eu bien raison de le faire, parce que quand on regarde tous les acteurs qui ont essayé de le faire ces dernières années et toutes les centaines de millions qui ont été brûlés pour essayer de faire ce qu'on fait, enfin, il valait mieux s'associer avec nous et puis avancer. Donc on est très content de ce partenariat. Ouais. Gros mouvement, on est obligé d'en parler. Gros mouvement ces dernières semaines avec Frishti. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce move? Oui, ça a fait pas mal de bruit. Je pensais pas. Vu qu'on est la marque était belle. On est le 3e propriétaire en 2 ans. Hein. La marque est belle, elle a 10 fois plus de awareness que La Belle Vie, ça on l'a vu dans toutes les études. On est de la même époque, donc on a tous les deux commencé en 2015. On a commencé tous les deux à peu près avec la même intuition, voilà. Juste que l'exécution a été différente, où eux ont poussé énormément le jeu de la start-up, c'est-à-dire lever de l'argent, dépenser en marketing et créer une marque. Nous, on n'a jamais pu faire ça. On a toujours été, entre guillemets, les mauvais élèves sur la levée de fonds. On a levé beaucoup moins que tout le monde, même si on a quand même levé beaucoup d'argent. Oui. Vous avez fait quand même le manuel un peu scolaire de la start-up avec plusieurs levées de fonds successives. Oui, bien sûr, mais aussi raser la faillite. Ça fait partie du manuel de la start-up.
Voilà. Donc avant de lever des fonds, j'ai rasé la faillite. Et Kevin était là pour nous aider. Voilà. Et il se rappelle de cette époque-là. Donc oui, on a utilisé le manuel à start-up, mais en termes de montant levé, sur notre segment, on a été les plus petits. Voilà. C'est certain. Donc les plus efficients en termes d'utilisation de cash. Donc pour Frishti, c'était assez naturel. Eux, très brain, nous, très technologique et logistique. On a itéré des centaines de fois pour trouver la meilleure équation économique sur ce marché-là. Et quand l'opportunité s'est présentée pour reprendre Frishti, on n'a pas réfléchi longtemps, puisque on est des entreprises cousines, on fait à peu près la même chose, on a quelques clients en commun. Eux livrent des courses, nous aussi. Eux font des plats, nous aussi. Voilà. Nous, on a fait un partenariat avec la grande épicerie technologique, où eux ont développé des verticales comme la cantine de zéro et les cafettes. Mais c'est des verticales où on avait envie d'aller à un moment ou à un autre, donc, qui faisait sens dans notre business model. Ça nous a permis d'accélérer. Et aujourd'hui, on est en pleine intégration de Frishti et ça se passe plutôt bien. Ouais. Parce que c'est pas la première fois que vous créez une autre marque, vous mettez aussi votre tech à service d'autres. Est-ce que tu crois que c'est aussi ça, une partie du sucré du Q-commerce, d'être déployé peut-être sur plusieurs marques, sur plusieurs verticales légèrement ajustées, avec un asset technologique identique pour ces marques ? De toute façon, quand on lance un business, déjà, il faut comprendre une chose, c'est son client et son persona. Et je pense que tous ceux qui sont lancés et qui n'ont pas cette expérience du métier ont oublié ça. Ils ont juste cru que leur compte en banque allait les sauver. Et ils ont sous-estimé le fait que quand on fait un métier opérationnel comme celui-ci, les fuites de cash sont énormes. Voilà, donc ça, je pense qu'ils ont vraiment oublié. Il y a un sujet dont il faut forcément parler, c'est l'inflation. Comment ça se passe chez vous ? Comment vous le voyez ? Qu'est-ce que vous observez ? Alors, ça se passe plutôt bien, puisqu'il faut aussi remettre la belle vie et Frishti dans un contexte qui est un contexte francilien, où les gens ont des offres offline qui sont très chères. Aller faire ses courses au Monop à Paris, c'est très très cher. Donc du coup, on est une alternative intéressante pour ceux qui veulent faire les courses à Paris. Et aussi, les Parisiens ont un pouvoir d'achat qui est un peu plus élevé. Et c'est des gens qui valorisent aussi leur temps. Nous, on est une boîte du consumer et on est très heureux de rendre 2 à 3 heures de temps libre à nos clients. Et ça, c'est assez rare. Donc les clients, ils valorisent aussi ça. C'est-à-dire que, OK, prendre 15% d'inflation, c'est partout pareil. Mais ces 3 heures de temps libre à faire, je ne sais pas, du piano, du yoga, ou regarder une série Netflix, ça a aussi une valeur. Et ça a une valeur qui est aujourd'hui plus importante que l'inflation pour nos clients. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on s'est aperçu aussi, on a un partenariat avec Système U depuis 4-5 ans. Et depuis 2 ans, on est autorisé à vendre la marque distributeur Système U. Et on s'aperçoit que nos clients se ruent sur les marques distributeurs Système U, qui a une gamme très large et de qualité et accessible. Et c'est un vrai carton. Voilà, donc des clients qui étaient plutôt premium au début, qui aimaient les marques nationales et les grandes marques. Aujourd'hui, acheter une marque distributeur, c'est OK, quoi. Voilà. Et avoir une marque distributeur dans le 16e, il n'y a plus de jugement, c'est normal. Voilà. Peut-être pour un mot de la fin, c'est quoi ta vision sur ce marché ? Est-ce que tu penses qu'il va continuer d'exploser ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Est-ce que ça va être long ? Notre vision, c'est que les gens auront toujours besoin d'un service de livraison de courses à domicile. Voilà. Plus c'est rapide, mieux c'est. Plus c'est quali, mieux c'est. Voilà. Donc ça nous permet de croître et de croire dans notre avenir assez fortement. Maintenant, on est des entrepreneurs et on ne s'interdit rien. Donc on a lancé un service de courses à domicile, mais aujourd'hui on fait de la cantine, on fait de la cafette, on fait des partenariats technologiques avec des grandes boîtes. Voilà. Et il faut aussi regarder tout ce que font les grandes boîtes. Voilà. Ils arrivent à diversifier, à avoir différentes verticales de rentrée d'argent. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc
Aujourd'hui, on commence par La Belle Vie, mais c'est pas impossible qu'on spin-off quelque chose de très puissant chez La Belle Vie qui a fait un succès qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, et qui intéressera un client ou un partenaire, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux être sûr, c'est que on a traversé des périodes qui sont pas faciles, il y en aura d'autres, mais qu'on existera encore quelques années. Ouais. En tout cas, on vous souhaite une belle et longue vie. Merci. Pour la suite. Un grand merci, Paul. Merci à vous. D'avoir été avec nous pour clôturer le Food Tech Festival. Quelques mots de la fin, puisque nous nous approchons de la fin. Un énorme big up à Claire Caminati-Farber, qui a organisé ce festival. Sans Claire, rien n'aurait été possible, donc merci beaucoup Claire. Un immense merci à tous nos partenaires, et tout particulier à Vif, merci Gaël, et tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser cet événement, sans qui rien ne serait possible. Et mention spéciale pour Brioche Fontenot pour la brioche. Un immense merci à vous, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis on vous dit, j'espère, à l'année prochaine. C'est ça ? Une très bonne soirée et à très bientôt. Un grand merci.